Bienvenue. Une accalmie relative, ainsi qualifie-t-on l'ambiance qui prévaut ces derniers jours au Bénin. Les activités tournant entre-temps au ralenti semblent avoir repris le cours normal. Mais dans les têtes, ça bouillonne. Le cœur n'est pas à la gaieté. Un mois de cela, qu'une bonne partie du peuple n'a pu se rendre aux urnes. Un mois que toute la classe politique de l'opposition s'est vue, dit-on, exclue de la compétition électorale avec son corollaire de protestations et d'affrontements sanglants. Les journées meurtrières du 1er et 2 mai ne sont plus à rappeler. À ce jour, la douleur, reste plus que vive. Les rancœurs tenaces. Qui donc, mesdames, messieurs, pour aider à pacifier le Bénin? Si le clergé béninois s'est spontanément proposé pour la mission ô combien délicate, l'une des formations clés de l'opposition, les FCBE, en appelle directement à l'intervention de la communauté internationale. Loin de la polémique engendrée par la démarche 100% Bénin, le numéro du jour voudrait en apprécier l'opportunité et mieux l'impact sur la situation délétère actuelle. Et ce sera autour du thème la communauté internationale face à la crise sociopolitique du Bénin. Quelle marge de manœuvre pour une sortie de crise? Un acteur politique et un éditorialiste pour nous aider à apprécier la démarche, ses conséquences éventuelles. En notre compagnie, déjà sur ce plateau, Mathieu Coco. Il n'est plus à présenter sur ce plateau acteur politique. Il a l'un des soutiens du régime au pouvoir. Mathieu Coco, bonjour. Bonjour Joël. Et merci d'être une fois encore là pour nous. C'est aussi moi qui vous remercie. En face de lui, Médéric François Gongo. Il n'est non plus à présenter. Médéric François Gongo, éditorialiste, il est le promoteur du quotidien béninois d'information, d'analyse et d'investigation Actu Express. Médéric François Gongo, bonjour. Bonjour Joël et amis téléspectateurs, téléspectatrices de SICA, bonjour. Merci une fois pour la présence. Ah oui, restauration de la paix et donc de la démocratie et de l'état de droit qui, pour aider, comme on le dit, à avoir de paix et laboratoire de la démocratie sur le continent noir, à retrouver ses marques. Le clergé béninois croit bien pouvoir y arriver. Mais l'un des protagonistes clés de la crise actuelle, le parti FCBE, voudrait bien lorgner du côté de la communauté internationale. Un appel bien consécutif à l'appel du clergé. Mathieu Coco, vous avez observé comme bon nombre de Béninois la démarche de part et d'autre. Oui, je vous remercie. Je dirais aussi que il faut féliciter tous les Béninois en général et le premier de tous les Béninois, le président Patrice Talon, pour toutes les initiatives qui ne cessent de prendre en réalité pour l'amélioration non seulement de l'image de notre pays, mais aussi de notre démocratie, qui renforcera sans doute les conditions de vie de nos populations. Face à cette situation, moi je continue toujours de dire que nous sommes partis de la crise, de ce qu'on peut appeler crise électorale. Et les élections sont terminées, le Parlement est installé, la suite, donc, les regards sont tournés donc, vers le fonctionnement de ce Parlement-là et voir donc comment nous allons contribuer, travailler ensemble pour le développement de notre pays. Mais dans le même temps, il faut décrisper un peu la tension, la situation politique nationale et le chef de l'État a donc souhaité un dialogue sincère et direct. Au-delà de cela, comme vous venez de le dire, d'autres acteurs politiques ou d'autres acteurs de la société civile, à savoir le Conseil épiscopal et une formation politique, je ne sais pas si c'est encore une formation politique, sinon une organisation qu'on peut appeler donc FCBE, qui a voulu l'intervention donc, de la communauté internationale. Pour moi, je crois que la communauté internationale, à l'heure où nous sommes actuellement, avant donc d'aller même s'il est nécessaire ou non que la communauté internationale intervienne, il faut observer un peu ce qui se passe. Et c'est comme ça que ça a démarré pour que nous allions aux élections sans l'opposition. C'est regrettable, mais c'est comme ça que cela a démarré. Ça a démarré par quoi? Voilà, ça a démarré par le fait qu'une loi a été votée et certaines personnes ont dit que la loi est mauvaise, ne se sont pas conformées, nous sommes allés aux élections et puis on a été aux élections sans l'opposition. On a dit d'accord, on ouvre une brèche pour dire bon, retrouvez-vous pour revoir. On dit non, tant qu'on n'a pas ci, on n'a pas ci, on n'a pas ça, on ne va pas négocier, on ne va pas faire ci, on ne va pas faire ça. Le chef de l'État vient de dire que lui souhaite qu'il y ait un dialogue sincère et direct. Les premiers intervenants ont dit non,
qu'il n'y aura pas de dialogue si on ne désinstalle pas, sinon si on n'annule pas les élections. C'est ça la première intervention, c'est celui de Guy Mitopé. Alors la deuxième intervention, c'est non, que le dialogue, il faut que ça soit le dialogue de la communauté internationale. Donc, ça a encore commencé. Et finalement, vous allez voir, nous irons encore peut-être au dialogue sans cette partie de la classe politique, ou bien il n'y aura pas de dialogue. Parce que il faut forcément que l'on reconnaisse finalement qu'il y a eu des élections présidentielles au Bénin en avril 2016 et que quelqu'un a gagné les élections et qu'il est le président de la République. Voilà. Oui, Médéric François Gongo, le Bénin vit toujours un moment d'instabilité, on peut le dire, même s'il y a un semblant de calme. Le chef de l'État appelle au dialogue. Le clergé se propose d'être l'arbitre pour aider les deux parties à pouvoir s'écouter. La FCBE donne aussi de la voix. Il veut le dialogue, mais se réfère à la communauté internationale. Avant tout propos, je tiens à avoir une pensée positive pour les manifestants aux mains nues qui réclamaient tout simplement leur droit constitutionnel de vote, des droits qui ont été spoliés par un gouvernement décidé à opérer un passage en force. Je tiens à avoir une pensée positive parce que j'ai vu, de mes propres yeux vu, ce qu'on appelle vu, les affres du 1er mai, pendant que j'étais posté devant le festival de Kadiaou, avec plusieurs témoins, dont notamment les journalistes Jean-Luc Aplogan, Georges Amelon, Karim Franck et le journaliste Mbadi du journal Le Matin. Nous avions vu comment le Bénin est descendu dans les enfers. Nous avions vu comment, pour être au pouvoir, pour fermer basse sur le cœur même de la démocratie que constitue l'Assemblée nationale, l'on était amené à tirer. Et sans sommation, un militaire nous l'a répété devant moi et devant témoins sur des manifestants aux mains nues qu'on pouvait quand même contrôler parce qu'on a été formé et on est payé pour cela. Je tiens à avoir une pensée également pour les arrêter arbitrairement, ils seraient au nombre de 600, pour les traquer, pour les intimider, que je suis également. Je tiens à démontrer que pour que la démocratie vive, il faut forcément qu'il y ait des martyrs. Et à nos martyrs, du système du Bélédi révélé, nous avons une pensée très positive et nous saurons leur reconnaître cette bravoure durant l'histoire. L'histoire qui retiendra que pour la première fois depuis 30 ans, l'on a décidé de porter atteinte au référentiel de la conférence nationale, l'état de droit, les droits de l'homme et la démocratie et le pluralisme politique. L'histoire retiendra que des acteurs politiques béninois, pour avoir passé tout le temps à accompagner le chef de l'État, dans sa logique, évidemment, la Constitution lui en donne le droit, de procéder à la refonte du système partisan et de revisiter le code électoral pour amener les acteurs politiques à être plus proches des populations et à jouer intimement leur rôle. C'est de son pouvoir et à la limite, c'est de son devoir historique. Mais que nos acteurs politiques aient décidé de conduire le chef de l'État dans des échecs de révision de constitution, de l'amener parce que, étant dans une logique de ne pouvant pas se faire élire, de l'amener à inventer de toutes pièces le certificat de conformité qui n'est prévu. Non, il faut aller dans le débat. Dans le débat. Pour vous dire que le Bénin, aujourd'hui, se retrouve à la croisée des chemins où le chef de l'État a décidé de prendre parti pour un camp. Ces deux partis, siamois, et je le dis issus d'une mitose non achevée, qui ont été créés en moins de 6 mois et dont on a permis, j'allais dire, le passage par cette pièce administrative dont c'était le ministre de l'Intérieur, lui-même candidat,
qui devrait en connaître... Médéric, sans vouloir vous interrompre, est-ce que ça ne frise pas une manière de remuer le couteau dans la plaie? Aujourd'hui, vous savez... Aujourd'hui, le peuple est resté meurtri et vit encore douloureusement toutes ces épreuves. Voilà. Lorsque vous faites le rappel, beaucoup revoient un peu ce qui en a été l'addition. Et il est question de se projeter dans l'avenir pour ce Bénin et bâtir des sentiers nouveaux. Voilà. Et pour le faire, il y a des voix qui s'élèvent déjà. Et c'est là tout l'intérêt de ce débat. Je devrais faire un petit rappel. Vous avez rendu hommage à cela, revenir sur les faits pour dire que je n'oserais pas aimer croire que cette proposition de paix, de dialogue national n'est pas la suite logique du consensus qu'on a demandé à un Parlement de trouver, alors qu'on sait bien que la majorité qui a prévalu à la mise sur pied de ce Parlement n'existe plus qu'un temps il y a eu les élections présidentielles et que le paysage politique s'est redéfini. Je n'oserais pas me croire que cette proposition, cette main tendue du premier des Béninois n'est pas inscrite dans la logique du dilatoire pour nous amener à dormir et finalement à nous retrouver devant un Parlement illégal et illégitime, je reviendrai dessus, vomi par les organisations internationales, à l'unanimité condamné, puisqu'on a installé ce Parlement dans des conditions de quasi-guerre qu'on n'a jamais vues, même en Corée du Nord. Je n'oserais pas me le croire que ce Parlement sera laissé pour poursuivre. Donc, les propositions de paix venant de partout, particulièrement du clergé, qui a été presque abandonné, les propositions de paix venant des personnes morales et physiques, mais également des appels à la communauté internationale, puisque le chef de l'État s'est auto-disqualifié de jouer l'arbitre. Parce qu'il a pris position pour un camp, il nous l'a démontré, il a défendu tout le temps 180 partis qui se sont retrouvés avec moins de 5% de la population. Il a défendu tout le temps des carriéristes politiques, des aventuriers politiques que les populations ne connaissent nulle part, ni d'Adam ni d'Ève. Il a défendu des intrus et des parachutés qu'on a nommés avec moins de 500 voix pour finalement se disqualifier, avec tout le respect que je lui dois. Donc, une voix extérieure. Donc, nous avons forcément, ainsi que le protocole additionnel de la CEDEAO, ainsi que, bien avant d'abord, parce que, avant que d'en appeler à l'arbitrage étranger, nous devons constater que le préambule de notre Constitution, l'article 1, l'article 36, qui proscrivent la discrimination, qui obligent au pluralisme politique, ont été foulés allègrement aux pieds par le premier garant de notre Constitution. Nous devons constater que des subterfuges ont eu lieu et se mélangeant en explications, le ministre de l'Intérieur, perdant à la limite le contrôle de tous ces sens à un moment donné, n'a pas pu nous cacher que le numéro 17 était du PRD. Comment est-on arrivé à délivrer le numéro 17 à un parti politique qui s'est retrouvé finalement disqualifié au niveau de la Sénat? En termes clairs, on voulait piper les règles du jeu au cours du jeu, contrairement même aux dispositions de la charte de démocratie de l'Union africaine, qui interdisent, non, c'est très important, qui interdisent que l'on revoie les règles du jeu au cours du jeu, alors que dans le cas de figure, à 10 jours de la fin du dépôt de candidature, on en était à exiger une pièce qui était sortie de nulle part et qui a été constitutionnalisée, répétons-le. Ensemble, tous les recours sont importants. Qui a été constitutionnalisée, reconnaissons-le, par l'avocat. Je serai obligé de revenir vers vous. Médéric François Congo. Pour vous dire qu'il y a problème. Il y a problème. Je reviens vers vous avec votre permission, Médéric. Et tous ceux qui veulent de la paix ont raison de vouloir de la paix. Parce que dans tous les pays du monde, on l'a vu avec le procès de Nuremberg, on l'a vu suite à la guerre de Katanga. On l'a vu suite à la guerre de Katanga.
On l'a vu suite à la guerre du Biafra. Il faut pas la paix. Merci Médéric et François Gogo. Je vais recentrer tout à l'heure l'émission, mais je laisse le même temps d'intervention rapidement à votre vis-à-vis. Même plus. À votre vis-à-vis, on revient. S'il vous plaît, on va essayer graduellement d'apprécier ensemble et la démarche du clergé et cette communauté internationale, le plus-value qu'on pourrait bien avoir dans cette démarche-là. Mais avant, oui, votre temps d'intervention par rapport aux aspects évoqués par Médéric François Gogo. Joël. Je crois que le thème de l'émission est tellement intéressant clair. que nous allons rentrer encore dans... Mais il faut surtout éviter ça. Je tiens toujours quand même à dire certaines choses. Monsieur Médéric, vous savez quoi? Nous sommes responsables devant l'histoire de ce que nous disons. Parce que CKTV est suivi de partout. Et de ce que nous faisons. Bien sûr, de ce que nous faisons. Et tout ce que nous disons restera pour la postérité. Et ce que j'ai dit il y a 3 ans, c'est pas ce jour. Oui, non, je vous dit il y a 3 ans. Tout ce que vous voulez. En août 2015. S'il vous plaît, c'est moi je parle. Vous avez menti. Bon, vous avez fait économie de vérité. Le certificat de conformité n'est pas intervenu à 10 jours. D'accord? Le certificat de conformité. C'est laquelle loi, le certificat de conformité? S'il te plaît, c'est moi je parle d'abord. D'accord? Le certificat de conformité est intervenu à plus d'un mois. À plus d'un mois. D'accord? Ça là, vous allez... Et c'est dans les 6 mois. S'il vous plaît. C'est dans les 6 mois de la CEDEAO. Parce que non, vous avez dit que j'ai menti, mais là, vous êtes dans les contre-vérités à la limite de Dagussy. Parce que si vous n'avez pas des éléments évidents pour contrecarrer ce que votre vis-à-vis dit, défendez votre idée. Je ne vous empêcherai pas de le faire. Mais je constate que vous ne m'avez pas démontré... C'est la démocratie que vous défendez. Non, vous ne m'avez pas dit... Non, vous ne pouvez pas dire que j'ai menti. Bon, finissez. Démontrez-moi. Je vais vous le démontrer parce que, vous savez quoi? Vous parlez de 6 mois. Les 6 mois interviennent pourquoi? Les 6 mois interviennent pourquoi? Vous parlez du protocole additionnel de la CEDEAO. Le protocole additionnel de la CEDEAO parle des lois votées. D'accord? Il n'y a pas eu de loi votée. La loi, c'est la loi. Quand on parle de loi votée, c'est ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Concernant les élections, modifiant la loi électorale. C'est de ça que parle le protocole. Vous l'avez dit s'il vous plaît, si je ne peux pas avoir mon temps de parole. Allez-y. Franchement, parce que dans ce... nous nous retrouvons dans une république. Voici la démarche qui va être... Nous nous retrouvons dans une république. Je propose à la démocratie qui ne respecte pas la loi, s'il te plaît. Je propose, pour faire plus simple, et Médéric François Gogo, je vous propose, pour faire plus simple, tout ce que vous avez trouvé qui ne vous convainc pas, vous la ressortez sans lui poser indirectement de questions. Sinon, il sera tenté de répondre. Non, Médéric François Gogo, vous le laissez. Allez-y. C'est la courtoisie. C'est le minimum dans un débat. Laissez l'autre parler. Allez-y. Laissez l'autre parler. Même ne l'interpellez plus. Allez-y directement. Je vais toujours l'interpeller tout simplement parce que il sera tenté de répondre. Si c'est ça le faible qu'il y a, je vais le prouver. D'accord? Je vais toujours l'interpeller. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque vous avez une petite parcelle de pouvoir qui vous permet d'opiner, faites l'effort d'aller toujours à l'intérêt général. C'est très important. C'est ça qui nous a amenés là où nous sommes. Et vous avez toujours continué. Le processus électoral, moi je ne vais pas revenir là-dessus. Nous avons tous situé les responsabilités. Et chacun sait le rôle qu'il a joué. Vous venez de dire que le chef de l'État est disqualifié. C'est exactement ce qu'ils ont dit quand on a dit qu'il allait trouver un consensus à l'Assemblée. Que le président de l'Assemblée nationale est disqualifié. Est-ce qu'on est allé au consensus? Non. C'était du dilemme. S'il vous plaît. Vous voyez, c'est de ça que je parle. Allez-y. Je ne l'ai même pas interpellé. C'est pour vous dire tout simplement que la majorité des gens de leur rang qui crient chaque jour à la démocratie ne sont pas des démocrates. Ils ne sont pas des démocrates. Les vrais démocrates ne sont pas ceux-là qui refusent les propositions sans rien proposer. Ils refusent toutes les propositions, mais ne proposent rien. On parle, pour revenir au thème, parce que c'est de ça que moi je voulais c'est très important. Vous voyez, la communauté internationale qu'on appelle de tous les feux, la communauté internationale, elle ne régit pas des textes, elle ne régit pas des lois. Ils ne sont pas des gens, ils ne descendent pas au marché d'Antokpa. Ils ne vont pas marcher à d'Antokpa. Ils ne se battent pas avec des policiers et la communauté internationale. Ce sont des institutions qui sont respectées. C'est ça la communauté internationale. On peut les appeler même avec des mégaphones. Lorsqu'ils ne se retrouvent pas dans le champ, ils n'interviendront pas. C'est pour cela que moi, je ne m'inquiète pas du tout. Que ce soit on a appelé communauté internationale ou pas. Le clergé qui pense qu'il faut faire une médiation, le clergé n'a qu'à mener. Pourquoi le clergé, selon moi, pourquoi il attend forcément une consécration ou bien un décret, ou bien une nomination pour dire, bon, monsieur le clergé... Mais que le clergé prenne ses initiatives. Que le clergé prenne ses initiatives. Si tant est-il qu'ils sentent que c'est nécessaire, moi je ne pense pas que le clergé devait attendre forcément une consécration. Alors, et je crois toujours que la meilleure main tendue, c'est la main tendue du chef de l'État.
C'est la main tendue du chef de l'État. Que l'on croit qu'il est disqualifié, que l'on croit qu'il est fatigué, que l'on croit que ce n'est pas possible. Joël, qui a la clé? Qui a la clé? Le peuple. Le peuple a la clé, d'accord. Mais c'est le même peuple qui a voté le 28 avril. C'est le même peuple qui a voté le 28 avril. Nous sommes d'accord? Donc, à partir de ce moment donné, le chef de l'État, à un moment donné, doit prendre ses responsabilités. Et s'il est conscient de ce qu'il est nécessaire qu'il y ait un dialogue, je ne crois pas qu'il nous revient à nous autres de dire qu'il est disqualifié de dire qu'il y a un dialogue. De dire qu'il est disqualifié de dire d'inviter les gens à un dialogue. De dire qu'avant même d'aller à un dialogue, il faut forcément annuler les élections. Je ne sais pas quel est l'article de la Constitution qui le dit. Peut-être que Médéric Gongo peut nous dire l'article de la Constitution qui donne le pouvoir au chef de l'État, donc de dissoudre l'Assemblée nationale. Oui, Médéric François Gongo, pour les téléspectateurs, nous l'avons... Je vous donne encore 5 minutes. Non, merci. Il a dit qu'il s'accroche au thème. Il a dit qu'il s'accroche au thème et on va évoluer avec le thème, avec votre permission. Oui. Aujourd'hui, que faire pour que la paix soit une réalité? Le clergé propose sa médiation. La FCBE croit savoir qu'il faut se retourner vers la communauté internationale, sans aussi fermer les portes. Apprécions ensemble votre regard sur cette main tendue, d'abord du clergé béninois. Les vrais démocrates sont ceux qui acceptent la compétition. Et il n'y a pas de démocratie sans qu'il n'y ait de contradiction. Il n'y a pas d'élection en système démocratie, de démocratie libérale sans la participation de l'opposition. Sinon, on reviendrait à des régimes bolcheviques. Monsieur, que ce soit bolchevique, l'article ce n'est écrit nulle part dans la Constitution de notre pays. L'article 66 de la Constitution donne droit à toute personne, morale ou physique, constatant la mise à mal des fondamentaux de la démocratie, de faire appel à la désobéissance civile à l'intérieur et de faire appel, si possible, à toutes les organisations internationales pour connaître de la situation. Joël, il faut insister, c'est la Constitution, c'est écrit. Je peux y aller. C'est écrit, il faut bien la restituer, parce que la Constitution n'a pas dit ce qu'on dit. Clair. Non, il faut bien la restituer. L'article 66 est clair. Dans quelles conditions? Les téléspectateurs suivent. Oui, dans les conditions où les fondamentaux de la Constitution sont mis en berne. L'état de droit est bafoué, la police est clochardisée et la justice est instrumentalisée. Les droits de l'homme ne sont pas respectés au Bénin, parce qu'on arrête les gens à 4-5 heures du matin sans que la procédure ne soit suivie. C'est ça ce que l'article 66 a dit. Le pluralisme politique n'est pas respecté parce que tout simplement, tous ceux qui ont participé aux élections sont disqualifiés pour le faire. Et parce que, étant avec le pouvoir, on a permis à 2 blocs qui n'ont pas pu mobiliser un électeur sur 10 au Bénin. Le clergé peut-il jouer l'arbitrage? Donc, pour vous dire que le clergé, dans sa dernière publication, au niveau de l'article 2, a recommandé aux acteurs politiques de renouer avec les fondamentaux de la conférence nationale. Le clergé recommande, et là je suis catholique, chrétien, je ne suis ni partisan ni courtisan, je ne suis membre d'aucun parti politique et je ne le serai jamais. Je ne suis commandeur ni demandeur d'un poste. Je suis un objecteur de conscience qui prend date dans l'histoire. Et lorsque, en août 2015, lorsqu'en janvier 2016, j'ai dit que le gouvernement n'organisera pas les élections dans les règles de l'art, en 2015, j'ai déjà dit, si on laissait le président de la République venir au pouvoir, si on laissait en février 2016, si on le laissait, je l'ai dit sur ce plateau, je vous en prie. Ah non, il était candidat quand il a fait l'émission à Paris, et nous savait de qui il s'agissait. Je vous en prie, suivez-moi. Donc, le clergé a bien dit, dans sa correspondance, que nous avons eu le privilège et le devoir spirituel de publier aujourd'hui, au point 2, qu'il faille que tous les acteurs politiques, les protagonistes, moi je ne parlerai pas d'antagonistes, à la crise, renouent avec les fondamentaux de la conférence nationale. C'est un préalable. Et les fondamentaux de la conférence nationale recommandent qu'au nom du pluralisme politique, que cette assemblée soit rapidement dissoute d'une manière ou d'une autre, et que très vite on aille vers des élections inclusives. Parce que sans inclusion, il n'y a pas
contradiction d'idées. Sans inclusion, il n'y a pas le choc, il n'y a pas la confrontation des idées, d'où peuvent jaillir des idées de progrès. Il n'y a pas de progrès lorsqu'on est dans une logique de conformisme, lorsqu'on est dans une logique de plaire à un chef, lorsqu'on est dans une logique de voter des lois scélérates qui meurtrissent le peuple, qui affament le peuple, qui démantèlent la plupart de nos structures. Donc le clergé le disait, comme je le disais, de revenir aux fondamentaux. Ça veut dire que tout comme le peuple béninois, qui a désavoué à plus de 90% cette stratégie de prise en otage de notre démocratie qui est déjà dans le ravin, tout comme le peuple, le clergé, en écoutant son peuple, et nous écoutons les homélies, demande tout simplement qu'on renoue avec l'esprit, la lettre de la conférence, le consensus qui a valeur constitutionnelle. Tous doivent être d'accord. Le consensus appelle au dialogue. Donc le clergé est dans son rôle. François Gogo, mais lorsque la classe politique de l'opposition pose comme préalable au dialogue la dissolution de l'Assemblée nationale dans le contexte actuel, qu'est-ce qu'on concède finalement pour que ce soit ce que l'opposition aurait perdu pour que la paix soit une réalité? Vous savez, lorsque l'Afrique du Sud, après tant d'années d'apartheid, sortait de cette triste période, on a parlé de la conférence Vérité et Réconciliation. Oui. Quand on parle de paix, c'est qu'on est vers la concorde, c'est qu'on est vers la réconciliation, je vous en prie. Mais comment voulez-vous qu'on est vers une réconciliation d'un peuple avec lui-même, sans dire qui a fait quoi, quand et pourquoi, sans penser des plaies? Je vous en prie, on parle du dialogue inclusif. Qui peut commander au dialogue inclusif aujourd'hui? Vous savez, les thèmes fondamentaux, les textes fondamentaux de la CEDEAO prévoient des mécanismes de règlement de conflits. Ou sur simple convocation du président des C6, ou sur convocation de la majorité simple des membres, des sessions peuvent se tenir pour connaître des crises pré, post et pendant les élections. On a vu la CEDEAO le faire partout. Le Bénin n'est pas un pays à détacher ni de la sous-région, ni du continent, ni du monde. Donc la CEDEAO est appelée à juste titre par la FCBE. La FCBE, parce que la FCBE ne croit plus à notre premier des premiers. Et la FCBE peuvent avoir des raisons de ne pas croire, puisque voici le chef. Je vous en prie. Non, vous aurez la parole. Vous aurez la parole. Je vous le promets. Je dis cette phrase rapidement. Bon, rapidement. Puisque voici le chef, contre qui aucune charge n'est retenue par le procureur, mais qui est maintenu en résidence surveillée, état de siège, un ancien président de l'Union africaine, qui a fait 10 ans au Bénin, qui a passé le pouvoir dans ces conditions, qui a appelé à la paix, qui a pardonné à son successeur, qu'on le mette dans ces conditions. Je vous dis, ceux-là. Merci, la phrase est terminée. Non, je vous en donne pas plus. Non, vous avez dit la phrase. On ne veut pas de quelque chose. On ne veut pas de quelque chose de son contraire. Oui, Mathieu Coco, il est question urgemment que les Béninois puissent trouver la formule juste pour pouvoir aller de l'avant. Le clergé a fait un peu son diagnostic et pense qu'il faut revenir aux fondamentaux de la démocratie. Certains demandent à ce que le chef de l'État donne des signaux qui rassurent. D'après vous, quels sont ces signaux aujourd'hui que le chef de l'État de son côté pourrait donner pour rassurer ceux qui pensent que le chef a tenu ses propos juste pour endormir? Merci Joël, seulement que je regrette un peu. Non, il y a de ces invités. Les invités ne sont pas pareils en termes de tempérament. Vous avez votre temps, allez-y, comme je le dis. Dans cet état-là, parce que le thème qui a été annoncé, pour lequel nous avons été un thème évocateur, était tellement intéressant. Mais je ne vais pas vraiment rentrer dans la polémique. Je voudrais juste rappeler que si nous aimons notre pays, et que nous voudrions vraiment construire le pays tel que, ou bien comme nous sommes en train de le dire, on doit pouvoir regarder devant. On doit pouvoir regarder devant nous et voir qu'attend de nous notre peuple, qu'attend de nous les Béninois. Les Béninois qui perdent leur temps
je ne dirais pas perdre le temps, qui consacrent le temps à nous suivre, pourquoi ils nous écoutent, pourquoi ils nous suivent? C'est très important pour moi. Si ce débat, oui, tel a fait ci, en 2010, tel a fait ci, on peut faire ce débat-là même au bord de la rue devant le hall des arts. Hein. On peut le faire. Et tous les Béninois le savent. Et tous les Béninois, ce débat, c'est déjà pour moi... ça, c'est du dilatoire. Non, s'il vous plaît, il a la parole. Il a la parole. Et moi, je dirais tout simplement que mon vis-à-vis est resté dans rien que des comptes vérités dans lesquels il se conforte tellement que on ne peut pas s'empêcher de réagir. On ne peut pas s'empêcher de réagir. Je voudrais dire... après répondre à la question. Je voudrais dire, les conditions dans lesquelles nous sommes allés aux élections législatives, les seuls responsables de ces conditions-là ne sont pas cherchés ailleurs. Ce n'est pas le chef de l'État. C'est cette partie des hommes politiques qui se disent de l'opposition. Et je l'ai dit tout à l'heure en entame. Et c'est la même chose qui est en train de commencer. À un moment donné, on était clair. C'était clair pour tout le monde que ces gens ne veulent pas aller aux élections, mais ils voulaient tout simplement nous conduire juste à un vide. Où on ne fera pas des élections, où on se retrouvera donc dans une situation où il faut tout remettre en cause. On fait appel à la communauté internationale. Je voudrais inviter mon cher ami à lire un peu. Il faut lire un peu les conventions. La CEDEAO, dont vous parlez, qu'il faut qu'ils observent le pendant et le post. La CEDEAO n'a pas observé les élections au Bénin, les élections législatives. Comment ça? La CEDEAO n'y était pas. Est-ce qu'ils n'y étaient pas? La CEDEAO y était? Ils y étaient. Ah bon? Moi, j'ai suivi. Moi, je suis observateur de la CEDEAO. S'il vous plaît. Je n'ai pas reçu des collègues ici. Je sais, vous êtes observateur de la CEDEAO à Kadiaou. Donc, non. À partir de ce moment, au Sénégal. S'il te plaît. Je n'ai pas reçu d'observateur. Non, tu ne faut pas qu'il mente. Tu es observateur de la CEDEAO à Kadiaou. Donc, devant Festival des Non, je vous en prie, les observateurs de la CEDEAO étaient là. Vous étiez observateur de la CEDEAO à Kadiaou. L'Union européenne était là. Évoluons dans le débat. Évoluons dans le débat. Non, s'il vous plaît, évoluons dans le débat. À partir de ce moment, lorsque le débat est dans le caniveau, nous allons tous descendre dans le caniveau. Non, c'est vous. Il faut éviter de descendre. Vous n'avez pas d'éléments, vous n'avez pas d'arguments. À partir de ce moment, vous n'avez pas d'éléments. Moi, mes arguments sont clairs. Comme tous les bouvanciers, vous n'avez rien. Il ne peut pas me démontrer. Il ne peut pas dictature qui s'est installée. Et vous fonctionnez en bon dictateur. Mathieu Coco, merci aussi. Médéric, merci. Chers téléspectateurs, soit vous calmez. Médéric, Mathieu Coco, soit vous calmez ou je conclue l'émission. Soit vous calmez. Vous ne pouvez pas être sincère. Mathieu Coco. Je suis ignorant. Médéric, vous vous calmez. Mathieu Coco, vous vous calmez. Pour le respect aux téléspectateurs, s'il vous plaît, nous faisons un travail délicat par ici. Et pour ces téléspectateurs, chez qui nous faisons une intrusion, un peu de respect. Et pour ce respect, s'il vous plaît, essayons de revenir à l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, on fait comment pour que les Béninois retrouvent cette envie de se retrouver, de se serrer la main et penser développement. 5 ans dans la vie d'une nation, dit-on souvent que c'est peu, mais c'est énorme, parce que ce sont des individus qui constituent cette nation-là. Et le chef de l'État a un mandat de 5 ans qui court. Il faut pouvoir l'accompagner pour aider ce pays à se repositionner. Et lorsque les Béninois ne se parlent pas, ce n'est pas évident. Parce que nul n'est de trop en matière de développement. Et vous le savez, à chaque niveau où vous intervenez. Alors, Mathieu Coco, je vous repose la question. Et vous allez faire, s'il vous plaît, l'effort de répondre juste aux questions. On va évoluer. Demain, on reviendra. Comme certains acteurs l'ont dit, aujourd'hui, la question ne sera plus forcément qui a raison ou pas sur ce plateau, mais on fait comment pour sortir de l'ornière. Alors, Mathieu Coco, qu'est-ce que le chef de l'État, d'après vous, pourrait concéder pour assurer ceux qui disent qu'il nous faut des actes pour assurer de la bonne foi du chef de l'État pour aller de l'avant? Je crois que le chef de l'État a déjà témoigné et l'a démontré à plusieurs reprises sa bonne foi. Vous voyez, il faut revoir déjà quand le processus électoral a commencé. Le chef de l'État a reçu, il était le premier. Il les a reçus, il a reçu les opposants. Pour aujourd'hui, qu'est-ce qu'il pourra encore faire? Ce qu'il peut faire encore aujourd'hui, il a déjà dit. Il a déjà dit qu'il faut un dialogue direct et sincère. Okay. Et cet appel, cette main tendue, je crois, pour aucune raison, ne devait être rejeté. Il faut d'abord, il faut éprouver le chef de l'État. Il faut prouver à la nation, à l'international, tous ceux qui nous suivent que voilà ce qu'il a dit. On a voulu le faire, mais voilà ce qu'on a obtenu.
Mais on n'a même pas essayé, on n'a même pas voulu, et on pose des conditions qui n'existent pas. Merci Mathieu Coco, merci d'être précis. Médéric, je vous demanderai la même chose. On ne revient pas en arrière. Médéric François Gongo, le chef de l'État, s'il vous plaît, le chef de l'État demande un dialogue. Les acteurs de l'opposition posent des conditions. Ce dialogue, est-ce qu'il ne faut pas saisir cette main tendue et ensuite aviser par rapport à la bonne foi ou non du chef de l'État? Moi, je crois, au regard de tout ce qui s'est passé, que l'opposition n'a aucun intérêt à aller à ce dialogue. Donc, on est déjà les résultats d'avance. Simplement parce que lorsque l'on suppose que ce sont les acteurs de l'opposition qui ont empêché la tenue des élections, c'est à croire que l'on a la majorité des Béninois avec soi. Et les résultats du 28 avril nous ont démontré évidemment qu'il y avait une grande majorité de 5% de Béninois qui étaient avec le pouvoir. Qui sont ceux qui avaient peur d'aller aux élections? Ce n'est pas les membres de l'opposition. Alors, on reconsidère la situation autrement. J'ai précisé qu'on sera précis cette fois-ci, Médéric. Médéric, pour vous dire que la paix n'est pas un mot. C'est clair, la paix n'est pas un mot. Répondez à cette question maintenant, on va y aller. S'il vous plaît, on n'a que 5 minutes. Question. Oui, là, je vous la repose autrement. Oui. Le chef de l'État propose cette main tendue. Vous dites que les réponses sont presque évidentes. Alors, on a le clergé béninois qui veut prendre presque le lead de ce dialogue-là. Si le clergé prend le devant, l'opposition a-t-elle à aller s'asseoir, écouter ou pas? Vous savez, le clergé a demandé que les exilés retournent. Le clergé a presque demandé qu'on libère les prisonniers d'opinion. Vous pensez qu'il faut répondre à ces préalables? Il y a des préalables. On ne peut pas aller s'asseoir avec des dirigeants qui terrorisent le peuple. On ne peut pas aller s'asseoir. Moi, tous les jours, on me menace de mort. Vous, je sais de quoi je parle. J'espère que vous n'inventez pas. Et je peux avoir les preuves. Et pourquoi? Donc, pour vous dire ceci, puisqu'il est dit, je vous en prie. Allez-y, on n'a que 5 minutes. Vous n'avez pas la parole. Non, vous n'avez pas la sinon l'émission, on risque de... Je vous en prie. Allez-y rapidement, là, le temps est parti, s'il vous plaît, pour les téléspectateurs. Ce que j'ai à vous dire... Non, votre proposition, l'émission tire à sa fin, malheureusement. Je vous ai bien dit que s'il y a des propositions, c'est de respecter les préalables d'une démocratie. C'est de faire des élections inclusives. 2, c'est de permettre aux exilés politiques que nous n'avons plus jamais connus, depuis plus de 30 ans, de rentrer. C'est de libérer les 600 personnes arrêtées arbitrairement. C'est de ne plus traquer les populations. Et lorsqu'on aura fait tout ça, moi je m'attendais, lors de l'allocution du chef de l'État, qui a tardé à venir, suite à la tuerie sauvage des Béninois, je m'attendais à ce que, au moins, que le chef de l'État condamne les tueries. Mais le chef de l'État n'a fait que déplorer. Mais merci, Médéric. J'ai dit, on sera précis. Je vous dis, non, pour vous dire que le gouvernement n'est pas prêt pour le vrai dialogue. Et pour avoir le dialogue, ce n'est qu'une institution internationale, un médiateur international, comme ça se passe ailleurs, ou un collège de présidents de la sous-région qui peut vous revenir. Merci, on vous a compris. Non, mais Médéric, je reviens vers vous. Vous avez compris tout à l'heure. Mathieu Coco, Médéric François Gongo, vous l'avez suivi tout à l'heure, pense qu'il faut, en dehors de la proposition du chef de l'État, poser d'autres actes. Libérer des exilés politiques, libérer d'abord des prisonniers politiques. Voilà le retour des exilés. Ces préalables, pour vous, tiennent-ils la route au nom de la paix? J'ai eu l'occasion de dire sur ce plateau déjà une fois que je ne connais pas de prisonniers politiques. Vous ne connaissez pas de prisonniers? J'ai eu l'occasion de dire. Oui, vous l'avez dit par le passé, c'est vrai. Mais avec les événements récents, toujours la même posture. Ici que parmi tous ceux qui se proclament être exilés politiques, il y en a beaucoup qui sont des fugitifs. Parmi tous ceux qui se déclarent exilés politiques, il y en a beaucoup qui sont des fugitifs. À partir de ce moment, je veux vraiment croire que le clergé est dans la logique du rétablissement de la paix. Mais dans ce temps, on ne doit pas aussi perdre de vue que nous sommes dans une nation en construction, que nous sommes en train de construire un pays dans lequel nous devrions faire de la lutte contre l'impunité, de la lutte contre la corruption, de la lutte contre le terrorisme et tout le reste, un combat de tous les jours. Et c'est pour ça que moi, cette partie de dire que c'est préalable et autres, mais attendez, lorsque nous voudrions forcément avoir des préalables avant d'aller au dialogue, le dialogue pour
ce qu'on peut appeler, pour moi qui n'est pas du tout une crise, mais pour ce qu'on peut appeler aujourd'hui malentendu entre les hommes politiques béninois, ce dialogue, je ne sais pas le lien que le clergé clé, donc entre ceux-là qui sont en conflit avec la justice. Moi, je crois que si le président Patrice Talon, là où il en est aujourd'hui, s'il ne réussit pas la lutte contre la corruption, la lutte contre l'impunité, avec le niveau où il a déjà atteint, c'est que le Bénin aura échoué largement. Et je ne pense pas qu'on réussira encore à le faire une autre fois. Parce que toutes les fois que l'on pense que quelqu'un est en conflit avec la loi, que quelqu'un a des comportements qui ne sont pas justes vis-à-vis des lois de notre République, et qu'un gouvernement, pas le courage, malgré tout ce que cela pourrait lui coûter, d'ailleurs, parce que c'est pour ça que nous sommes là, malgré tout cela, ce que pourrait lui coûter, a le courage, et prend son courage à bras le corps, et fait cette lutte, et qu'on demande juste banalement de dire, bon, il faut tout laisser tomber, je crois que ce ne serait pas sincère. Ce ne serait pas sincère parce que, qu'il vous souvienne, le chef de l'État, avant de prendre le pouvoir, il a dit qu'il fera de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Et je ne crois pas que ces préalables, dit-on, du clergé soient vraiment indispensables pour une discussion, pour un dialogue. C'est de la même façon que je crois quand on parle des fondamentaux de patati de patata. Écoutez, je l'ai déjà dit ici une fois, le Bénin n'est pas créé en 2016. Merci à vous, Mathieu Koko. Mais Bédéric François Gongo, lorsque les positions sont si tranchées, est-ce qu'on ne craint pas de vivre une crise qui va durer dans le temps, mais au regard plutôt d'autres expériences, se retrouver aussi dans un dialogue où ces acteurs de l'opposition risquent d'être absents? Voilà. Vous savez, la crise a commencé dès le début de ce mandat, où on s'est séparé des acteurs avec qui on a été au pouvoir, où on a voulu avoir le pouvoir seul, où on a usé de tous les moyens pour gouverner par la ruse et la rage. Aujourd'hui, la crise, elle est profonde. Les Béninois, plus qu'en chien de faïence, se regardent en méfiance totale. Les méfiances sont dans des foyers. Les méfiances sont au niveau des cercles d'amis. On se regarde comme si on est des étrangers dans notre propre pays. Il faut tourner la confiance à l'intérieur est complètement rompue. Les multiples rencontres de l'opposition avec le chef de l'État n'ont rien donné. Le consensus prétendument cherché au Parlement était du dilatoire. Tôt ou tard, les Béninois iront à la paix. Et la seule porte de sortie pour aller à cette paix, au nom du devoir d'ingérence humanitaire développé par l'ancien ministre français Bernard Kouchner, au nom du principe de la stabilité sous-régionale, parce que nous l'avions déjà constaté au parc de la Pendjari. Le jour où on tuait des Béninois, les touristes étaient pris en otage par des terroristes. Lorsque le pays donne des fissures d'instabilité politique, ce pays devient une terre favorable à l'éclosion du terrorisme. Donc, ce qui est à souhaiter, le bout du tunnel ne peut venir que lorsque une voix étrangère, indépendante, habilitée, démocrate, soit invitée sous l'égide de la CEDEAO, de l'UNILA. Parce que n'oubliez pas, lorsqu'il y aura crise, quand on avait commencé par tuer les gens devant le président Boniaï, si les communautés qui vivaient jusque-là, en parfaite harmonie dans tout le Bénin, avaient commencé par se hacher, qui allait supporter les effets collatéraux? La communauté internationale. Parce qu'il y aura des réfugiés qui seront partout. Donc, si tant est le cas, il faut permettre à la communauté internationale, au début du processus, d'anticiper sur les crises, au pire des cas, de connaître les crises et de les régler. Merci Médéric François Gongo. Merci Médéric François Gongo. Mathieu Koko, oui. Les Béninois ont-ils la chance de se regarder ensemble pour pouvoir sortir de cette crise où la formule, il va falloir s'oublier et accepter la méthode de la communauté internationale? Moi, je reste toujours convaincu de ce que toutes les institutions de notre pays fonctionnent. Toutes les institutions de notre pays fonctionnent et fonctionnent normalement. Donc, à partir de ce moment-là, le pays a tout ce qu'il faut pour régler ses problèmes à l'interne. Le pays a tout ce qu'il faut pour trouver des solutions à ces problèmes. Et la communauté internationale, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne marche pas dans ton pas.
d'accord, ils ne font pas des coups de poing sur les policiers. C'est des gens qui ont des règles, c'est des gens qui fonctionnent selon des tests donnés. Vous avez déjà fait des coups de poing sur les policiers. Et à partir de ce moment, je voudrais donc inviter la jeunesse, les jeunes parents de notre pays, ceux qui sont encore très jeunes et qui ont des enfants, de s'occuper de l'éducation de leurs enfants. Merci à vous, Mathieu Koko. La jeunesse, son éducation. A subi les conséquences des on vous a compris votre contribution. Merci également à vous, Médéric François Mongo. Chers téléspectateurs, c'est terminé malheureusement avec nos invités. Toutes nos excuses, ça n'arrivera pas. C'est des choses qui arrivent quelquefois. 100% Bénin pour le numéro de jour. Ce serait terminé. On conclut malheureusement ainsi. Mon réalisateur, merci pour la complicité. À demain pour d'autres plateaux de 100% Bénin.